Bonjour, donc Agatha Savary du laboratoire informatique à Tours. Je présente un projet donc d'un autre type, je pense que les autres. C'est un réseau COST que je coordonne depuis 4 ans maintenant, qui a pour sigle PARSEM, c'est-à-dire Parsing and Multiple Expressions en anglais, c'est-à-dire analyse syntaxique et expression multimot. Donc, tout d'abord, je vais dire que, avant de vous parler du jargon, donc qu'est-ce que sont les multi-word expressions et le parsing, je veux dire ce que c'est une action COST. Donc, c'est essentiellement un réseau de recherche, c'est-à-dire que l'argent qui vient de l'Union européenne va pas dans le financement du travail de recherche, c'est-à-dire des thèses ou des postdocs, mais dans les réseautages, c'est-à-dire c'est un cadre qui est censé apporter une valeur ajoutée du réseautage par rapport à la recherche financée nationalement. D'accord ? Donc ça fait que membres d'un réseau COST ne sont pas des laboratoires ni des personnes, mais des pays. Les pays qui sont marqués ici en vert font partie de mon réseau COST, de notre réseau COST. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce cadre des COST, c'est que c'est extrêmement ouvert, c'est-à-dire que du moment où votre pays a signé les mémorandums de cette action, absolument tout chercheur pertinent pour votre thématique a le droit de demander un financement. Et quel que soit le moment du projet. C'est-à-dire que c'est pas les premiers venus, premiers servis, où les plus grandes stars peuvent participer, les autres non. En fait, c'est vraiment tout le monde qui est pertinent, qui peut se joindre à n'importe quel moment du projet. Et ça a joué un très grand rôle dans notre réseau parce que les gens les plus actifs, finalement, c'était souvent des jeunes chercheurs. Et ça devient du coup un tremplin pour les jeunes chercheurs. C'est l'une des philosophies de COST, d'ailleurs. Donc, dans notre réseau, donc il y a actuellement 31 pays qu'on appelle pays COST, donc ceux qui ont signé l'accord de COST. Alors pour nous c'est important parce que les domaines c'est la linguistique informatique, donc très pluridisciplinaire puisque on a des experts de l'informatique mais aussi de langues. Et plus on a de langues, plus ça devient intéressant. Et ici dans ce réseau on a 30 langues et on a essayé de convaincre la Commission européenne, apparemment on a réussi, que c'est vraiment la meilleure place pour développer, enfin l'Europe est vraiment la meilleure place pour développer ce genre de projet parce que c'est le seul continent où le multilinguisme est si développé. Vous allez n'importe où ailleurs, c'est toujours une langue qui domine, ou plusieurs langues qui dominent. En Europe, c'est vraiment le bazar en termes linguistiques. Vous traversez une frontière, vous ne comprenez plus rien. Et en fait, on essaye de dire, on va en faire un avantage plutôt qu'un inconvénient. Donc, on a 30 langues. On a le droit aussi d'inviter 4 institutions en dehors de ces pays COST. On en a invité 2. Et donc, l'activité dans les réseaux, c'est essentiellement se rencontrer, se connaître, présenter ses travaux. Et du coup, c'est ça qui donne l'innovation. C'est ça l'idée. Donc, on a organisé 6 réunions annuelles. À chaque fois, c'est un pays différent, c'est une ville différente. Ça fait voyager dans des endroits où vous iriez jamais s'il n'y avait pas de raison, évidemment. C'est formidable. Et habituellement, plus vous allez à l'est, plus c'est accueillant. Donc c'est très sympa aussi. Le deuxième instrument de COST, ce sont des missions courtes, donc des missions entre 1 semaine et 3 mois, qui permettent notamment d'entamer une nouvelle collaboration ou renforcer une collaboration en incluant un jeune chercheur, par exemple. Ensuite, on a organisé des workshops, soit des workshops internes, c'est-à-dire pour nos membres, soit on a co-organisé des workshops établis dans la thématique. On a organisé 2 écoles d'été ou d'hiver, et puis on a eu l'impact important qui se mesure dans les réseaux COST souvent, c'est combien de projets nationaux
émanent de ce projet, de cette action COST. Et nous, on en a eu 5 pour l'instant. C'est-à-dire que ce sont des projets que les équipes locales, nationales ont obtenus, notamment parce qu'ils participent sur la même thématique dans un réseau COST, ce qui convainc les financiers nationaux que c'est une thématique qui est importante. Donc, évidemment, il y a des publications, il y a des ressources linguistiques, c'est quelque chose de spécifique dans notre domaine. Et là, c'est juste une partie de notre groupe à une réunion à Malte, dans un cadre très, très joli. Alors, les langues, puisque c'est la linguistique informatique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir des experts de beaucoup de langues. Et c'est ça aussi qui valorise, en fait, tout un pays, tout un chacun dans ces réseaux, parce qu'il apporte souvent une nouvelle langue. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais les langues en Europe se divisent en des tas de familles. Donc, dans notre réseau, on en a dénombré 9. En gros, il y a des langues qui sont, ce qu'on dit, indo-européennes. Donc, elles se ressemblent de certains points de vue, et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est essentiel, c'est assez intéressant d'avoir ces langues-là aussi. Donc, dans notre réseau, on a les langues comme l'estonien, le finnois et le hongrois qui ne sont pas indo-européennes. Donc, du coup, c'est très surprenant et ça nous ouvre, ça ouvre nos méthodes de modélisation de langues vers des langues qui sont autres, d'accord ? Donc ça permet de sortir de l'Europe aussi, d'une certaine manière. On a des langues sémitiques comme l'hébreu et le maltais, et des langues turques. Donc, quelques mots sur le domaine dans lequel on travaille. Donc, de manière très vulgarisée, donc il y a de l'informatique d'un côté, il y a des langues de l'autre côté, et l'idée c'est que l'ordinateur comprenne la langue de l'homme. C'est très ambitieux, c'est très dur à faire, mais on essaye de le faire en partie. Donc on modélise des sous-ensembles de langues humaines, et toutes sortes de langues en fait. Et donc pourquoi faire ? Pour avoir des tas d'applications, par exemple, que vous connaissez tous. Par exemple, l'extraction d'informations, aller sur le web et trouver automatiquement des choses pertinentes. Poser une question et trouver la réponse dans les milliards de documents sur le web. Tomber directement sur la réponse à la question que vous posez en votre propre langue. Vous voyez, c'est un exemple. Après, traduction automatique, évidemment, ça fait rêver tout le monde. De haute qualité, c'est ce qu'on veut. Le résumé automatique, avoir un long document, lancer un résumé automatique et avoir en 5 phrases le contenu majeur de ce document, d'accord ? La fouille d'opinion ou de sentiments, ça fait beaucoup rêver les industriels. Je vais sur le web, je regarde ce que les gens pensent de mon produit et quels aspects en fait ils aiment, lesquels ils n'aiment pas, etc. Dialogue en machine, ça fait encore plus rêver. Vous parlez, comme dans les films de science-fiction, vous parlez à votre, je sais pas, voiture et elle fait ce que vous lui dites de faire, hein, par exemple. Donc ça, c'est un peu le futur, mais ça commence à venir, en fait. D'accord, donc c'était les domaines. Maintenant, le problème de notre réseau, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les multi-word expressions, c'est-à-dire expressions multimodales, ou plus simplement des idiomes, enfin, dans le large sens de ces termes-là. Donc, la définition, pourquoi ces unités de langue sont tellement intéressantes ? Parce que quand vous prenez chaque mot séparément dans ces expressions, vous pouvez les comprendre, mais vous les composez et ça donne un sens qui n'a rien à voir avec ces mots-là, d'accord ? Dans chaque langue, il y en a des tas. En fait, c'est extrêmement fréquent comme phénomène. Et maintenant, imaginez la machine qui est confrontée à ce problème, d'accord ? Vous, déjà, connaître le lexique courant d'une langue en question, c'est énorme pour une machine et pour nous aussi. Mais connaître aussi ces combinaisons qui sont complètement imprédictibles, ça relève de presque l'impossible. Enfin, si on regarde comme ça rapidement. Donc, dans une phrase comme ça que j'ai utilisée donc pour défendre le projet à Bruxelles, si vous regardez bien, est-ce que vous pourriez détecter des unités justement qui sont, comme on dit, non compositionnelles du sens, c'est-à-dire que vous comprenez ce que ça veut dire, mais c'est pas parce que vous comprenez le mot un, vous voyez. Je vous donne un exemple. First Lady, Michelle Obama, elle n'est pas du tout première.
Enfin, les premières dans un sens très particulier. Et vous, en plus, vous savez que ça veut dire que c'est la femme du président, alors que le président n'apparaît pas du tout. Vous le savez, d'où vous le savez, on ne sait pas très bien. Crystal clear. Pourquoi c'est clair comme le cristal et pas autre chose, vous voyez? On ne sait pas pourquoi, c'est comme si et non pas autrement qu'on dit. Après, il y a d'autres exemples. Et en fait, en les soulignant tous, on voit à quel point c'est un phénomène répandu. Donc imaginez maintenant la machine qui est confrontée à ça, est-ce qu'elle arrive à en comprendre et à en traduire? On voit aussi qu'il y a des phénomènes qui sont très difficiles pour les machines et beaucoup moins pour nous. Par exemple, que certaines de ces expressions sont discontinues dans les textes. Alors, les modèles informatiques n'aiment pas trop ça. Il y a des modèles qui aiment beaucoup quand les choses apparaissent l'une après l'autre, mais quand c'est discontinu, elles n'aiment pas. Donc, par exemple, to set something on fire, il n'y a pas du tout de feu, évidemment. Personne ne met le feu à la Maison Blanche, évidemment, n'est-ce pas? Et preaching to the choir, ça veut dire prêcher les convaincus. Il n'y a pas de chœur, et on ne prêche pas, évidemment. Mais pourtant, tout le monde comprend de quoi il s'agit, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. Et alors, il se trouve que c'est un phénomène extrêmement fréquent dans toutes les langues. C'est très compliqué parce que ces propriétés imprédictibles, elles apparaissent à différents niveaux, au niveau du lexique, de la grammaire, de la sémantique, etc. Elles ne sont pas bien comprises, même par les linguistes, sans parler des informaticiens, d'accord? Et du coup, elles sont sous-représentées parce que les gens ne veulent pas trop y toucher parce que c'est trop difficile, donc elles sont sous-représentées dans les outils et les ressources. Et du coup, évidemment, les applications ne marchent pas très bien. Donc là, c'était l'exemple de 2013 quand on défendait ces projets-là. Donc c'était les fameux problèmes de crise économique et bancaire. Et donc, cette expression nouvellement créée en anglais, take a haircut, donc avoir une réduction financière importante. Quand vous essayez de la traduire par Google, évidemment, ça donnait pas ce qu'on voulait. Donc on n'a pas de mal à convaincre en fait que l'impact de ces travaux pourrait être important, d'accord. Alors, je ne vais pas détailler tous les retombées de ces réseaux. Je pense qu'ils sont surtout à long terme, justement grâce à ce réseautage qui a vraiment bien marché. Je vous donne juste un exemple de projet phare qu'on a pu mener, qu'on n'aurait pas pu mener s'il n'y avait pas Cost. Donc, on finalise actuellement, donc dans 2 semaines, on part pour un workshop qui finalise une expérience qui s'appelle une shared task dans notre domaine. Donc, c'est en fait une compétition d'outils. Nous, les organisateurs, on fournit des ressources d'évaluation et des participants de différents pays fournissent des systèmes qui essayent de reconnaître, souligner, si vous voulez, en couleur. On leur fournit un texte comme ça. Et eux, par des outils automatiques, essayent de souligner quelles expressions sont idiomatiques, d'accord? Rien que ça. Et sans parler de la traduction. Rien que ça, c'est super compliqué. Donc, on a organisé une shared task comme ça, une compétition, mais pour que ça soit possible, il faut qu'on ait des ressources d'évaluation, c'est-à-dire que dans toutes les langues dans lesquelles on veut faire la compétition, des experts humains ont souligné à la main ces expressions-là, et il faut que ce soit en grande quantité, parce que sinon l'ordinateur n'y arrive pas. Donc ça veut dire qu'on a réussi à rassembler 18 équipes nationales et avoir des guides, des terminologies communes pour 18 langues. C'est une chose inédite en fait dans notre domaine. Et donc, on a publié ces ressources-là. Les créateurs de systèmes ont pu entraîner leurs outils sur ces corpus et ensuite on les a évalués. Donc, il y a eu 7 systèmes de présentés qui ont, pour beaucoup, travaillé sur beaucoup de langues en même temps. Donc, ça aussi, c'est un succès. Voilà, ça clairement, ça n'aurait pas été possible sans les réseaux. Et on m'a demandé de parler un peu de mon rôle. Bon, j'ai été partout. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Hein. C'est une aventure formidable, mais ça m'a pris toute ma vie scientifique presque depuis 4 ans. Je ne regrette pas du tout.
J'ai été énormément aidée par la cellule Europe, notamment pour le montage de ces projets, donc Thomas, Aurélie, aussi après pour le mener à bien, déjà pour le défendre à Bruxelles, pour le mener à bien, et puis pour les poursuites éventuelles de ces réseaux, donc comme des pods de projets européens par exemple. Donc, enfin, je pense que sans eux, ça n'aurait pas existé. Donc merci. Et puis, pour finir, je vous laisse avec ce slide-là. C'est juste un exemple de... Enfin, c'est un petit projet qu'on a fait pour la dernière réunion de notre réseau. En fait, des gens de tous les pays soumettaient des exemples d'idiomes dans leur langue. On leur donnait un sens commun, genre, par exemple mourir, et eux, ils fournissaient dans leur langue les idiomes qui expriment ces sens, d'accord. Donc vous voyez que vraiment quand on traverse la frontière, mourir n'évoque pas les mêmes images, n'évoque pas les mêmes paraboles en fait. Et c'est pas tout, hein, évidemment, c'est juste un extrait. Voilà. Alors, merci beaucoup.